Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. C'est la troisième émission. Le festival BD de Billère qui s'est déroulé du 9 au 11 juin et qui a été présidé cette année par Emmanuel Lepage est désormais derrière nous. Cette édition fut encore une belle réussite grâce à une fréquentation sans cesse en augmentation. La prochaine échéance pour les librairies Bashibouzouk est le festival de Raqqa qui débutera début septembre, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce sont donc des vacances bien méritées qui nous attendent. Coups de soleil et gueule de bois vont nous permettre de recharger les batteries. Lorsqu'on est allongé sur sa serviette, profitant d'un bas de soleil, c'est l'occasion de rester au courant de l'actu BD manga. Et un bon podcast est un excellent moyen de le faire tandis que vous faites bronzer l'arrêt grâce à Ray Doré, l'outil indispensable pour un bronzage effectué en profondeur. Et pour cette troisième émission dédiée au voyage, deux libraires que vous connaissez déjà vont m'aider à animer cette émission. Je vous présente tout d'abord celui qui, depuis fin avril, m'a inquiété quotidiennement tant son comportement avait changé et ce de manière radicale. Imaginez ma surprise, quand je me rendais à la boutique manga, de voir un libraire prier en psalmodiant une étrange litanie. Pourtant je voyais point d'idole religieuse, il n'y avait pas non plus de symbole religieux apparent. Aucune croix du Christ, il ne semblait pas non plus prier vers la grande mosquée de la Mecque, point de kippa sur sa tête, mais que faisait-il alors ? Et c'est en levant les yeux que je m'aperçois alors qu'il se prosterne devant le dessin mural d'Atsushi Kaneko, une œuvre laissée par l'auteur lors de son passage à Pau. Veuillez donc accueillir celui qui vient de créer le kanekisme, une nouvelle religion basée sur les œuvres messianiques ou pas, de son auteur japonais préféré, le bien nommé Fred. Bonjour Fred. Salut Lolo. Je pensais que la fièvre religieuse s'arrêterait d'elle-même et qu'elle ne traverserait pas la rue à tapis. Erreur. Un autre libraire pratiquait avec assiduité les génuflexions. Et le lieu de culte n'était autre que le lieu d'aisance dans lequel se trouvaient des fresques murales laissées là par des auteurs plaisantins ou avinés. Et parfois ils étaient les deux mêmes. C'est dire le niveau des témoignages graphiques laissés à la vue de tous. Je ne parle pas de virgule bien sûr. Ce libraire qui ne souffre pas des odeurs de soufre au relent fécaux n'est autre que Max. Bonjour Max. Laurent. Toujours un plaisir ces intros. Ça commence bien. Ouais. Bref, après vous avoir fait rêver avec cette présentation, nous allons tenter de vous faire voyager. S'il y a bien une période à laquelle on s'adonne au voyage, c'est bien la période estivale. Partir dans de lointaines contrées, découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre sont le but de tout périple. Max et Fred ont choisi chacun 2 ouvrages autour du voyage pour vous donner peut-être des envies de partir et pas forcément à grands frais. Alors, qui veut commencer ? Pour aujourd'hui, j'ai choisi l'œuvre Americana de Luke Haley. C'est un auteur irlandais qui a en fait fait ses études aux États-Unis. Et à la fin de ses études et juste avant de repartir pour l'Irlande, il a décidé de faire le Pacific Crest Trail. C'est en fait une des plus grandes randonnées du monde. Elle part du sud des États-Unis côté ouest et jusqu'au nord. Elle fait 4200 km. Un gros défi pour un auteur qui n'était pas spécialement sportif. On est bien d'accord, il n'avait Clairement jamais pas, fait de rando de sa vie. Il en parle, hein, en fait. C'est Et il s'est pas préparé en plus. Il s'est pas, sans se préparer, c'est une BD autobiographique. Il voulait en fait concrétiser son voyage aux États-Unis en se lançant un défi et en partant pour cette randonnée. Donc Americana, c'est un roman graphique en bichromie. C'est très dense comme lecture. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai pas fini. Ouais, je l'ai pas fini parce qu'en fait, c'est une œuvre assez dure à lire, je trouve. Moi je l'ai lu, j'avais mis du temps avant de le saisir. Je me dis oh là 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 là, vu le pavé que c'était. Ouais, c'est ça. Et en fait, je l'ai avalé moi dans la soirée. Mais t'as raison, je c'est l'ai lu, hyper j'ai lu dense. d'une Toute traite la aussi, partie, toute la partie que j'ai lue, je l'ai dévorée. Ouais. Le problème, c'est qu'il souffre beaucoup en fait. Oui. Ah bon, la C'est souffrance, que- elle est, C'est la thématique principale quand même Ah du ouais, truc, clair, c'est que. clair. Bah, t'as peut-être loupé alors une grosse souffrance. Et je T'as pense eu, que non, je pense que je me suis arrêté à ce moment-là. Ah ok, d'accord. Ouais, je veux pas On va pas spoiler, spoiler, mais voilà, mais je me suis arrêté à un pense, moment où il était vraiment en difficulté et même je me suis mis un peu à sa place et je me suis dit qu'il y arriverait pas en fait. Mais tu t'es mis à sa place parce que t'avais plein de points communs. Le mec, il avait jamais fait de rando de sa vie, jamais de camping. Tu détestes marcher au début. C'est pas faux. Alors pour le dernier, hein. C'est pas faux. T'as eu le plateau du Bénou, mais là Ouais. là c'est Du pire. pipi de chat, quoi. Ah, c'est clair. Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé Americana. Ouais, t'as raison sur la bichromie, c'est un superbe roman graphique. En effet, des fois, c'est construit avec des pages entières de texte, et puis on enchaîne sur pas mal de cases C'est graphiques. très détaillé, ouais. C'est vrai Ouais. que sa préparation, son équipement, tout est détaillé dedans.
Et ensuite, c'est ses rencontres en fait sur sa route. Il fait la rencontre de plein d'Américains et D'autres aussi d'autres randonneurs, randonneurs de d'autres pays. Et Dans une américaine trumpiste, on est en plein Trump. Ah, c'est avant Très Trump, Trump, c'est ça. Juste avant Trump, donc effectivement, il y a des personnages qui font écho à l'actualité politique. Il y a des thématiques abordées aussi sur ça. Il fait quoi des Les- attentats aussi. La thématique, Des voilà, de événements, l'époque. c'est vrai. Et c'est une très bonne œuvre. On est plongé avec ce randonneur amateur. Et effectivement, ça nous procure des sensations de pas forcément agréables. Ouais, c'est clair, il est dans la souffrance, comme tu l'as déjà dit, à juste titre, il est dans la souffrance jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était paru en 2020 chez Casterman. Et là, il récidive, il me semble, Lucky Lee. Là, il C'est refait ça, encore ça, une nouvelle œuvre sur le voyage. C'est pour ça que tu l'as choisi aussi, celui-ci. Oui, en fait, j'ai choisi 3 œuvres au final. Ouais. Sa nouveauté aussi, parce qu'Americana, je trouve que ça compte quand même comme une œuvre qui a marqué la thématique du voyage, on va dire. À l'époque, on le vendait bien, c'était une œuvre intéressante à conseiller. Et nous, en étant situés au pied des Pyrénées, c'est une œuvre incontournable pour tous les randonneurs potentiels. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je sais pas si vous y aviez pensé. Moi, ça m'a rappelé 127 heures. Enfin, à chaque fois, j'avais peur qu'il Qu'il soit tu sais, coincé qu'il quelque soit part. coincé quelque part ou qu'il tombe quelque part, qu'il soit blessé ou Oui, parce qu'il j'y a affaire- pensais en alors, permanence ouais. parce que le côté faim, la soif revient oui. régulièrement dans La son faim, périple. la soif, la peur des Ouais, ouais. animaux sauvages, parce Oui, qu'il y a le quand même. puma, Il y a un puma, il y a. ouais, Je sais et, plus quoi. Mais... et moi, je pensais à 127 heures. Je crois que Ah j'avais ouais. les images du film. Je me dis, mais j'espère qu'il va pas lui arriver les mêmes crasses. Moi, je pensais plutôt à Into the Wild, tu vois. Ah aussi, voilà. c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais, clairement. le côté Il y a contemplatif. une vraie référence. Clairement. Ouais, c'est vrai. Et non, moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cet ouvrage-là de Lucky Lee, là. Et je crois qu'il récidive encore sur Voyage, c'est ce que je te disais, avec un nouveau livre. Donc c'est celui dont tu allais parler, c'est Ouais, ça? c'est ça. En fait, je parlais aussi de la nouveauté Nos Limites, qui est là cette fois une œuvre semi-biographique, puisqu'il s'arrête sur Stephenson, un explorateur et ethnologue qui, je crois que c'est en 1913 et en 1921, a organisé 2 expéditions qui se sont avérées être des fiascos total. Il y a eu des morts. C'est un spoil, mais on le comprend très vite puisqu'il se dirige vers le cercle arctique. La volonté première de Stephenson, c'était de prouver qu'on pouvait survivre et vivre normalement dans le cercle arctique. Et la 3e histoire de l'album concerne un professeur d'université qui va s'attirer des problèmes puisqu'il aurait une relation avec un de ses élèves. Alors, si j'ai bien compris, Americana, t'étais pas allé jusqu'au bout, mais celui-ci, tu l'as terminé. Ouais, je l'ai terminé Ouais. celui-là. Je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément le genre d'œuvre vers lequel j'irais, mais l'histoire sur les explorations et sur ce Stephenson sont passionnantes. Et le 3e récit, qui est beaucoup plus intimiste, qui est précisé, qui est fictif, fait retomber un peu, je trouve, les tensions qu'il y a sur les différentes explorations. Ouais, je suis assez d'accord. Le récit du professeur, là, qui éprouve beaucoup de difficultés avec ses collègues, qui est rejeté par ses collègues, qui est rejeté aussi par son amant. Donc ça c'est plutôt puissant comme récit. Et puis après, on retombe dans l'exploration arctique. Là, on est confronté à la dureté de la nature, à la survie, brutale, notamment face aux animaux que sont les ours polaires. Et au niveau du graphisme, c'est sensiblement la même chose. Oui, il a toujours le même graphisme. Il y a des palettes de couleurs qui permettent de différencier les récits, même si elles restent très proches entre le vert et le rose. Avec ces 2 œuvres publiées chez Casterman, Lucky Lee s'impose comme un autobiographe de qualité. Pour la thématique du voyage, ça convient parfaitement. Ah bah, clairement, Il a cette dedans. appétence-là. Ouais. Et ça reste des récits passionnants sur le dépassement de soi, sur la survie, clairement. sur l'autonomie. Et c'est vraiment des beaux récits et bien dessinés. Très bien. Alors, Americana qui nous fait voyager sur la côte ouest des États-Unis, et puis No Limit qui nous fait voyager dans le cercle arctique. Bon, merci Max pour ces 2 premières œuvres. On va passer au manga maintenant. Alors Fred, quelles sont tes œuvres à toi? Qu'est-ce que tu as choisi pour le voyage? Eh ben écoute, j'en ai choisi 2. Moi j'ai pris Les Enfants de la mer et Dans le sens du vent. Alors bon, comme d'hab, j'aime pas faire comme les autres, donc j'ai pris des œuvres alors qui rentrent dans la thématique,
mais d'une manière un petit peu particulière. Alors j'ai commencé par Les Enfants de la Mer, donc c'est un manga de Daisuke Igarashi, avec l'accent... Bien c'est dit, la bien dit. Enfin, Et donc ça se passe durant les vacances d'été, et on suit une jeune fille qui s'appelle Ruka. Bon, je vais arrêter avec l'accent, ça va pas du tout. Qui s'appelle Ruka, et donc qui a un caractère bien trempé, qui est avide de liberté, de voyage. Et donc en fait ça débute, elle se fait, alors je vais vraiment le résumer très rapidement pour pas spoiler, elle se fait expulser de son club de sport. Suite à ça, va faire la rencontre de deux jeunes garçons. Donc il y en a un qui s'appelle Umi, l'autre qui Umi. s'appelle Sora. Donc Umi la mer, Sora le ciel, comme ça vous voyez. Mais, ah oui, d'accord. c'est beau. J'avais Ouais, pas la t'es le- ref. je peux, tu vois, D'accord, je peux ok. placer un Ok. petit peu Mais t'es bilingue. Ah, je l'avais mes pas. notions de japonais. Et donc en fait c'est cette rencontre qui va déboucher sur tout le sel de cette histoire, parce qu'il s'avère que ces deux enfants sont très à l'aise sous l'eau, et en fait ils ont été élevés par des créatures marines, donc ce sont les dugongs. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Parce que là comme ça effectivement il n'y a pas trop ce côté Oui, voyage. ouais, voyage. Voilà. Donc alors il y a le côté vacances, parce que voilà ça se passe pendant les vacances d'été. Le côté voyage, moi je l'ai trouvé sur les fonds marins. Pour moi la mer, l'océan, ça symbolise les vacances. Et c'est vrai que Daisuke Igarashi ça s'attarde beaucoup sur la description en fait des fonds marins. Il y a des doubles pages magnifiques où on les voit évoluer un petit peu dans l'eau. Oui, puis il y a un centre océanographe aussi, Exactement, dans lequel tout à il y fait. a le père de l'héroïne Voilà, qui c'est travaille. ça, exactement. Et puis il y a je retrouve en fait ce côté parenthèse en fait. Moi, les vacances d'été, c'est une parenthèse. Et à chaque fois que je partais en vacances avec mes parents, donc à l'époque, une époque que tu n'as pas connue, il n'y avait Ouais. pas Internet. Ok, boomer. Donc en fait, on avait juste la description de mes parents qui me disaient, bah écoute, on va partir en vacances à tel endroit. Et moi, dans la voiture, je m'imaginais un petit peu ce que j'allais voir, en fait, éventuellement une plage, l'océan, et les rencontres que j'allais faire. Donc on pense toujours aux rencontres amoureuses, mais t'as aussi ces rencontres amicales. Moi, je me suis fait plein de potes en vacances, tu vois, on faisait des cabanes, on joue aux pirates, etc. Et moi, dans Ruka, qui rencontre ces deux garçons, cette plage, j'ai retrouvé voilà ces saveurs en fait de vacances, d'été, de voyage, vraiment d'enfance. Et d'où voilà, pour moi ça rentre clairement dans la thématique Ouais. par rapport à ça. Après le paradoxe c'est que pour moi la parenthèse des vacances ça passait toujours très vite. Et je sais que ça peut déplaire, le rythme est très lent par contre dans Les Enfants de la Mer. C'est-à-dire que Daisuke Igarashi prend le temps Oui. de C'est plutôt d'écrire. plaisant. ouais. Voilà, moi en Ouais. tout cas j'aime beaucoup, mais je Ouais. sais que ça a sorti pas mal de personnes du manga. D'accord. Parce que c'est très lent, c'est une série qui est en 5 tomes, mais il prend vraiment le temps de décrire, de raconter. Et puis voilà, il y a ce dessin qui divise aussi, mais que je trouve passionnant. Enfin, je trouve qu'il dessine merveilleusement bien les fonds marins, Mhm. il leur donne un vrai côté onirique. Mais en tout cas, moi j'étais aussi pris par cette première intégrale, parce que j'ai lu la première intégrale. Ouais. Il y en a combien pour l'instant Là, il y en a deux de sorties, et alors c'est une réédition en fait, c'était déjà Ouais, c'est sorti ça. à l'époque, et ce sera en 5 tomes. Ce sera en 5 tomes. Si j'ai bien suivi, il y a Ouais. un troisième tome qui va bientôt paraître là, mi-juillet. Exactement, tout à fait. Parfait. Et donc, c'était Les Enfants de la Mer. Et donc, le deuxième titre. Et le deuxième titre, donc on est encore sur quelque chose de spécial. Donc ça s'appelle Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Donc c'est de Aki Ilie, une autrice que j'aime tout particulièrement. Et avant même de le pitcher, puisque voilà la thématique c'est les voyages, j'aime l'idée que le voyage en fait commence déjà avec la 4e de couverture. Parce qu'on y voit, bon là je prends le volume 2, on y Ouais. voit beaucoup d'animaux, mais Ouais, toute la faune. en fait sur le volume 1 ce sont des objets de voyage. Ouais. Et en fait, ils sont donc les intitulés sont en islandais. C'est pas en français, c'est Oui. pas en japonais. Et je trouve que le dépaysement, le voyage commence déjà avec la 4e de couve. Il n'y a pas de texte là, on sait tout de suite où on va en Voilà, Islande. on va en Islande, exactement. Alors pour la petite histoire, donc ça raconte le quotidien de Kei, donc qui est un détective japonais et qui a une petite particularité. Alors on est encore dans les bizarreries, hein, vous me connaissez. Il parle en fait aux objets électroniques et aux voitures. Ouais, il arrive à communiquer en fait. C'est Il y avait- c'est assez curieux dit comme ça. Il y avait, non, Et, il y avait une autre BD qui faisait pareil, un Ville détective, Vermine. Ville Vermine, exactement, Ah, qui parlait ça, aux j'ai- objets. C'est un détective C'était qui très permettait de retrouver d'autres objets qui étaient. Qui Ouais, avaient ah bah été excellent, libérés. Voilà. faudrait que je prenne note, Excellent. ça m'intéresse. Voilà. Et donc voilà, ça va l'aider à résoudre les différentes affaires qui lui sont confiées, dont une en fait qui va clairement lancer le scénar, c'est son oncle et sa tante
vont disparaître, ou vont même être assassinés, je sais plus. C'est à un moment que j'ai lu le tome 1. Et, Alors ils sont morts, il me semble qu'ils n'ont pas été assassinés. Il y en a un qui est décédé dans un accident de voiture, l'autre parent est décédé à l'hôpital, et c'est un détective ou un policier qui soupçonne le frère, le voilà. frère, Merci voilà. de m'éclairer, ça fait un moment, c'est un moment que j'ai lu. Voilà, le tome 1 est sorti il y a plusieurs années. Ouais. Merci pour les précisions. Et donc voilà, donc pourquoi j'ai choisi ce manga-là? Bah déjà, ça se passe en Islande. Et c'est peu commun pour un manga. En général, les mangas se passent souvent au Japon. Là, ça se passe en Islande. L'autrice y est allée plusieurs fois. Donc c'est ce qui lui a inspiré en fait ce manga. Et je vais être obligé d'aller jusqu'au volume 2. Alors c'est spoilé sans spoiler, parce que je parlais de parenthèse tout à l'heure avec les enfants de la mer. L'autrice fait une parenthèse dans ce manga aussi avec le volume 2. Oui. Où il y a un de ses amis en fait japonais qui vient visiter Kei en Islande, et en fait le tome est à 90% on va dire centré sur la visite de l'Islande. C'est-à-dire qu'elle va il va lui montrer des lieux mais qui existent vraiment. Hein. C'est pas du tout. C'est du tourisme pur et dur. C'est du tourisme. Parce que quand tu avais choisi le manga, tu m'as dit je vais parler de ça. Donc j'avais lu les 2 premiers tomes. Donc j'étais arrêté au premier tome. Et en effet, il y a une intrigue policière, etc. Et je me dis mais mince, bon pour la thématique du voyage, ça marche pas trop. Et tu m'avais dit mais pousse au deuxième tome. Et alors là dans le deuxième tome, absolument, là on est dans du tourisme mais à 100%. Pur et dur. Ouais. Clairement. Donc voilà, c'est du spoil sans trop spoiler, parce que justement c'est une parenthèse dans l'enquête policière et c'est une parenthèse du coup dans le manga, parce que voilà, c'est un moment de vacances, c'est un pur moment de voyage, et moi ça m'a clairement donné envie de partir en Islande, parce qu'en le lisant j'étais allé sur Google et je tapais tous les noms en fait de descriptions qu'elle faisait pour vérifier. C'est merveilleusement bien dessiné, et tout le côté paisible. Ouais, c'est très paisible, très contemplatif. Moi, c'est une image que j'ai en fait de ce pays-là. Et ben on le retrouve dans le manga, et on retrouve en fait ce contraste, parce que Kei est amené à revenir au Japon, et quand il revient au Japon, même graphiquement, je trouve que c'est plus sombre, c'est plus frénétique, et dès qu'il revient à nouveau en Islande, on se retrouve un petit peu dans ce côté voilà paisible. C'est les vacances, c'est le voyage, et je trouvais voilà que ce manga entrait réellement dans cette thématique. On voyage à plusieurs titres, on voyage avec des paysages qu'on découvre islandais qui sont absolument magnifiques. Exactement. Culinairement parlant. Ouais, alors là c'est pareil, tous les plats sont très bien décrits. Non, moi j'ai vraiment adoré Dans le sens du vent. Ouais, puis graphiquement, je trouve c'est vibrant, et à la fois c'est vaporeux. Enfin, je pense à Lugia, je sais, alors les prononciations islandaises, mais avec ses longs cheveux. Tu maîtrises moins là déjà. Mais c'est magnifique quand elle est au milieu de ces paysages enneigés. Enfin voilà, moi c'est un réel coup de cœur. Ouais. Et c'est un manga qui m'a fait voyager, essentiellement dans ce tome 2 qui m'a troublé au premier abord. Parce que c'est quand même frustrant, on est dans cette enquête, on a envie d'en savoir plus. C'est une vraie pause, hein, là, pour le coup. Là, c'est la parenthèse, voilà. J'aime bien ce mot-là, et en fait, avec du recul, c'est un vrai régal, et j'ai vraiment envie d'aller en Islande. Et donc, Dans le sens du vent, paru chez Soleil, c'est prévu en 5 tomes, si je ne m'abuse. Alors, c'est pas fini. Il y a eu une très grande pause à la fin du 5e tome. Je crois qu'il y a eu une pause de 1 ou 2 ans. Là, elle vient de reprendre. Le 6e tome est sorti au Japon. On n'a pas encore de date pour la sortie française. Mais c'est une série qui est toujours en cours de parution. D'accord. Merci pour Le Sens du Vent, donc, qui est toujours en cours. Donc. Et Les Enfants de la Mer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui était paru chez Delcourt. Exactement. On va terminer avec toi, Max. Tu as ton dernier ouvrage à nous présenter, qui s'appelle... La Ride. C'est aussi un bel accent. La Ride, exactement. Paru chez Dargaud, de Simon Boileau et Florent Pierre. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur La Ride ? C'est l'histoire de 2 potes parisiens qui décident du jour au lendemain de partir pour la Bourgogne à vélo. Il y en a un qui travaille dans la pub, qui est un peu... comment on appelle ça, ceux qui travaillent dans les bureaux ouverts, qui est dans un open space, open space américain, tu sais, start-up, voilà, exactement, cette ambiance. Et d'ailleurs, il va décrocher un nouvel emploi, non ? C'est pas ça. Il passe un entretien, il passe un entretien, et donc il plaque tout pour partir pour cette balade. D'ailleurs, c'est énorme la manière dont il plaque tout. Enfin, je trouve qu'il se décide quand même super vite pour. C'est hilarant, hein, parce que. Il y a l'employeur qui lui fait faire tout le tour de la boîte avec des termes anglais là, t'es plongé en plein dedans, tu rigoles. Les ASAP, c'est imbuvable. Et tu vois que le mec il est là et en fait
il est là pour son entretien, puis en fait il va vite décrocher, il va vite vouloir partir. Il n'hésite pas une seconde, je crois. Pas du tout. Il part direct. Et donc c'est une aventure, un road trip, un buddy movie. Ils partent ensemble et à l'aventure, sans se retourner, et ils vont faire des tas de rencontres attachantes, parfois de mauvaises. Et c'est une superbe aventure, un duo. Ils forment un duo hilarant, c'est très drôle. Ils ont un état d'esprit vélo. Oui. C'est incroyable cet état d'esprit. S'ils quittent la grisaille parisienne pour, tu l'as dit, la Bourgogne. Et en 5 jours de vélo, bon, après c'était quand même des mecs qui pédalent souvent. Ils avaient l'air de pratiquer. Moi je mets un mois pour faire leur périple. Mais Après ils galèrent pour quitter la grisaille parisienne. Paris c'est énorme. Paris c'est grand quand même. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce que j'ai ressenti, le graphisme il évolue avec au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est très sombre sur Paris, etc. Et dès qu'ils quittent Paris, ben là c'est lumineux, il y a une palette de couleurs fantastiques. Et puis c'est deux gars là qui vivent une aventure incroyable sur la route. Alors pas si incroyable que ça, hein. Ça reste de l'ordre du quotidien, de l'ordre du banal, mais il y a du grand dans cette aventure. Ouais, c'est très humain. Ouais, c'est ça, je veux dire, il y a des galères humaines, il y a pas que la météo, il y a pas que. Moi je suis content que tu parles de cette BD parce que c'était un énorme coup de cœur. Et ça a été une révélation pourtant. Ouais, c'est clair que là. Je me souviens, moi c'est ma BD, je crois, ta BD de l'année. Oui, j'avoue que j'ai. Bah alors après, il y a des livres que tu lis, tu sais, à un bon moment. Oui, c'est le bon timing. Voilà, t'avais besoin d'évasion. J'avais besoin d'évasion, j'avais besoin de cette BD-là. Et quand je l'ai lu, en effet, ça a été une vraie, pas une révélation, en tout cas, c'était une vraie bouffée de bonheur, une petite bulle de bonheur, cette Donc BD. Retrouvez Laurent sur les routes cet été, Non, à vélo. Non, je serai à pied. Du coup, ça m'a donné une envie. Il le sait d'ailleurs, Philou, que tu vas tout plaquer pour. Pour faire Saint-Jacques de Compostelle. J'ai quitté la grisaille paloise pour les routes. Non, mais pas du tout. Mais ça a été vraiment une superbe découverte cette BD là. Je vous l'ai dit, je l'ai fini avec le cœur plein de charme. En tout cas, j'étais séduit par cette BD. Ces deux auteurs qui ont vraiment vécu cette aventure parce que c'est une aventure qu'ils ont racontée. De l'autobiographie, ouais. Exactement. Et donc on a de la chance de recevoir les deux auteurs le 5 juillet, c'est ça, pour une séance de dédicace. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer pour parler de cette BD. En tout cas, moi, ils vont m'avoir sur le dos toute l'après-midi pour leur dire combien j'ai aimé leur livre. Et on n'en a pas parlé, il y a aussi la couve qui est intéressante quand on l'ouvre. Parce qu'en fait, c'est une, je sais pas comment on appelle ça, une couve qui fait, qui s'étale sur les, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça donne ce côté un petit peu de grandeur et moi je trouve ça vraiment stylé et ça sert vraiment le propos véhiculé par la BD. Ouais, le dessin, il est vraiment doux, tout en rondeur. Ouais. Moi, je le comparais au Grand Vide de Muraviec. Ah, dans le dessin. Dans le dessin, très rond, très étiré, dans le mouvement, vers l'avant, et je trouvais. Ah, t'as raison, le mouvement là, il est bien. Possible, parce que après, c'est compliqué de faire une BD sur le vélo s'il n'y a pas une sensation de mouvement. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus angulaire dans clairement, le dessin. Ouais, tout à fait. Ouais, mais il sait prendre le temps aussi quand il s'arrête sur des paysages, tu sais, pour contempler un peu où ils sont. Ils savent aussi faire des pauses dans le dessin, il n'y a pas tout le temps ce côté dynamique. Ah oui, clairement. Il y a un moment hyper dynamique avec le gang, les coureurs des mecs. Ça c'est énorme. Ça c'est excellent. C'est énorme. Mais non, vraiment excellent. Je suis content que tu aies parlé de cette BD, Maxou, et que ça t'ait plu aussi. Je sais que Philou, c'était peut-être, il a aimé, c'est moins sa came, mais on n'est pas obligé d'aimer le vélo pour apprécier cette BD. Je tenais à le dire parce que je suis pas un féru de vélo, j'en fais régulièrement, mais je suis pas un aficionados du vélo. Mais c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, on va le dire, les auteurs viennent nous voir ici, donc le 5 juillet. Ils arrivent en train, si je ne m'abuse, et ils repartent à vélo. C'est ça, ils arrivent le mercredi 5 juillet et en fait ils dédicacent à Crazy Cat à Bordeaux le samedi. Et ils vont faire le trajet, une espèce d'étape du Tour de France à vélo en fait. Sachant qu'ils arrivent pendant que le Tour de France est sur Pau, il me semble. C'est ça, exactement, tout à fait. On est ville étape à ce moment-là. Ils viennent nous rendre visite le mercredi et ils repartent à vélo jusqu'à Bordeaux.
Eh ben, bravo à eux. En tout cas, super petite BD. N'hésitez pas à venir la découvrir. On vous la recommande chaudement. Et vous serez également dépaysé lors de la lecture de ce livre. Eh bien, merci pour ces 4 ouvrages, les 5, puisque j'inclus également Nos Limites dont tu as parlé. Et on va passer au coup de cœur, les gars. Donc les coups de cœur, si vous permettez, je vais commencer, les gars. Je Vas-y, vais je t'en parler prie. des Cœurs de Ferraille chez Dupuis par Munuera et Becca, qui avaient déjà œuvré ensemble sur les Tuniques Bleues. Les Cœurs de Ferraille, c'est un ouvrage, enfin en tout cas pour le premier tome déjà, qui m'avait énormément séduit. On avait eu un gros coup de cœur Ouais. à la librairie lorsqu'il était paru. Et donc le deuxième tome vient de paraître et c'est encore une fois une belle claque. Déjà tant graphiquement, parce que au niveau du graphisme, Munuera c'est certainement le plus français de tous les dessinateurs espagnols. Il est fantastique, son dessin incroyable, très inspiré de la BD franco-belge. Mais aussi, j'ai envie de dire, moi, de Walt Disney, je retrouve beaucoup des vieux Disney, des vieux animés Disney, que sont, par exemple, les 101 Dalmatiens ou les Aristochats, dans la physionomie des personnages, que je retrouve énormément. Et en même temps, dans ce classicisme, je trouve qu'il y a beaucoup de modernité. Oui, oui, parce que alors, il y a de la modernité dans le dessin, alors dans le fond aussi, puisque là, c'est hyper moderne, voire même futuriste, parce qu'en fait, ils mélangent deux genres, la Becca et Munuera, parce qu'ils sont tous les deux au scénario, racontent une histoire qui se déroule qui est à la fois futuriste et à la fois rétro. C'est comme si Asimov et Steinbeck avaient écrit ensemble un scénario. Donc c'est à la fois futuriste et rétro, comme on l'a dit. Et, euh, et donc c'est hyper étonnant de voir des robots, parce qu'il s'agit de robots qui évoluent dans un paysage du 19e siècle, qui évoluent avec aussi, on voit aussi apparaître des écrans très technologiques dans un univers où ça n'existait pas forcément à cette époque-là. Donc là c'est étonnant de ce point de vue-là. Mais ce qui est encore plus étonnant et encore plus formidable, c'est l'histoire qu'il raconte. Tant pas, c'est pas vraiment le côté futuriste là qui est implanté au 19e siècle, mais moi ce qu'il raconte, c'est ces robots en fait qui symbolisent le peuple afro-américain, ce qu'ils ont subi au 19e siècle et au 20e siècle. Je dirais pas jusqu'au 21e parce que bon. Il faut prendre du recul sur l'histoire, Ouais. mais surtout au 19e siècle et 20e siècle. Donc pour le premier tome, il y avait des références clairement faites au massacre de Tulsa, et donc ils en parlent beaucoup dans le premier tome. Dans le second tome, on fait beaucoup plus référence, en tout cas moi c'est ce à quoi ça m'a fait penser, c'était un prédicateur américain qui a été assassiné, Nat Turner. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nat Turner. Non, du tout. Donc là, on est sur le deuxième tome, on n'est plus sur cette thématique-là, du soulèvement du peuple, la crainte, en tout cas pour les Blancs, D'accord. du soulèvement du peuple noir, qu'on ne voulait pas qu'ils s'instruisent, on ne voulait pas qu'ils soient éduqués, on voulait les garder dans l'ignorance, de manière à ce que les suprémacistes blancs, les ségrégationnistes, les conservent sous leurs bottes. Et donc là, à la place du peuple afro-américain, vous l'avez compris, ce sont des robots qui travaillent dans les champs et qui sont à la merci des blancs. Ouais, donc le côté SF, c'est pas juste du décorum en C'est fait, pas ça du sert décorum. vraiment le propos et Absolument, ouais, ouais. absolument. Ok. Et donc dans les deux tomes, parce qu'on retrouve dans le premier tome et dans le second, ils ont utilisé cette ficelle qui marche super bien, celle des robots chasseurs, les limiers. Il y a ces robots-là qui sont redoutables, impitoyables, qui, dans les deux tomes, recherchent des enfants. Il y a beaucoup de la nuit du chasseur dans cette ambiance-là de ce film-là. Il y a beaucoup de la nuit du chasseur à l'intérieur. Des robots qui ne respectent pas du tout les lois de la robotique, pour ceux qui connaissent les lois de la robotique d'Asimov. Enfin, bref, moi j'ai adoré ces deux ouvrages, tant dans le graphisme et tant dans le scénario. C'est vraiment très 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 bien. Et bien ça s'entend. Voilà. Ça s'entend. T'as vraiment apprécié. Et alors, Max, quel est ton ouvrage de coup de cœur de ces temps-ci? Alors moi j'ai choisi un artiste plutôt dans sa globalité. Donc je vais parler de sa nouveauté. C'est Thomas Gilbert qui a sorti La Voix des bêtes, la fin des hommes. Et c'est une œuvre médiévale, ça se passe au Moyen Âge. C'est une œuvre viscérale sur la violence
humaine, comment elle est engendrée, comment elle est créée, et comment elle est entretenue aussi. On suit une meneuse de loups, une fille, une vagabonde en fait, arrive à dompter les loups et les animaux, qui va de village en village pour soigner les gens et des morsures ou des bêtes. Et en fait, elle va finir par enquêter sur ce qui semble être un tueur en série, un homme ou une personne ou une entité qui massacrerait des enfants. Et dans sa quête, elle va faire de multiples rencontres. C'est une œuvre sans concession, c'est une œuvre cruelle et à la fois pleine d'amour pour les bêtes. Il y a une vraie portée antispéciste dans le récit et écologique. Euh, il y a aussi une charge contre la religion qui à l'époque c'était l'ère obscurantiste et qui laissait place au fanatisme et à ses dérives. Ouais, des croyances même païennes pour beaucoup. Je crois qu'ils sont justement à cette époque où ils remplacent les rituels païens pour des rituels chrétiens. Et donc les gens deviennent fous en quelque sorte, en fait, se rassurent et se plongent dans la religion pour éviter de parler du vrai drame qui est la violence et qui est engendrée par les hommes la plupart du temps. J'aime bien Thomas Gilbert, il fait des œuvres toujours très viscérales. Alors, ce qu'on apprend à la fin de La Voix des bêtes et la fin des hommes, c'est qu'il vient de boucler un arc sur la violence en fait. Donc il avait commencé par Salem, donc il raconte l'histoire des sorcières de Salem, une œuvre aussi troublante. Ouais, moi j'avais adoré les sorcières de Salem, enfin Salem, pardon, qui était absolument génial aussi. Ah, il a enchaîné après avec. Et alors il a fait d'abord les chorales chimiques, Ouais. toujours pareil, une Les œuvre chorales très chimiques. viscérale où un groupe d'amis, 3 personnes, s'enferment dans une maison puisque l'une d'elles aurait découvert l'immortalité, il me semble, et finissent. Voilà, l'album, je veux pas le spoiler, c'est quelque chose qui m'avait pas mal perturbé à l'époque, mais je sais pas si j'ai bien aimé ou pas. En tout cas, il m'a fait ressentir beaucoup de choses, et il a ce don-là, Thomas Gilbert, de faire des albums Qui laisse pas insensible. ouais, qui laissent pas insensible, pas forcément satisfaisants, mais en tout cas qui vous feront vivre des choses. Et il avait fait Lumière Noire avec Claire Fauvel, une œuvre sur la danse. Et dedans, en fait, le spectacle qui est préparé dans cet album par les danseurs avait un vrai côté médiéval, Ouais, je me fantastique. rappelle, Il y tu avait m'avais des beaucoup parlé de ça, chamans. et t'avais J'avais adoré. adoré Ouais. les passages de Thomas Gilbert sur la présentation du Du spectacle. spectacle, Et ouais. je rêvais d'un album qui ferait écho à ce côté médiéval, chevaleresque, les sorcières. Et il l'a fait, donc, avec La Voix des bêtes et La fin des hommes. Une œuvre où on est plongé dans ce mysticisme, les rituels et ce côté un peu chamanique. Et puis, Dans les costumes, dans les décors, tout y est. C'est une œuvre un peu presque mystique régionaliste, parce qu'il y a des vrais lieux qui sont plutôt dans le sud de la France. Et c'est très intéressant de voir la France de cette époque. Donc ça se passe au Xe siècle, je crois. ouais, c'est ça, ouais. En pleine transition vers l'obscurantisme. Et tu disais, parce que moi j'ai trouvé l'album hyper violent, et tu disais, là il boucle une sorte C'est d'arc. ça. Ouais. En fait, il expliquait qu'il veut passer maintenant, il veut traiter plutôt les sujets du souvenir et de la mémoire. Et effectivement, on ressentait que c'était un leitmotiv dans ses œuvres, qui voulait parler de ça, de ses causes et de ses conséquences, et il le fait très bien. Eh bien, merci Max pour La Voix des bêtes, la fin des hommes, paru chez Dargaud. Alors, mon petit Fredo, quel est ton coup de cœur, toi? Mais écoute, moi je vais vous parler de la série The Les feuilles, Fable. tu peux le faire The sans Fable. tout sauter. Alors je recommence. Je vais vous parler donc de The Fable ou The Fable si vous avez un accent de merde. Ah ouais, non, moi j'ai un comme- accent de comme merde, moi. donc je disais ça. Ouais, moi aussi non, mais moi c'est The Fable. Mais j'entendais parfois des clients me dire vous avez le dernier tome de The Fable et tu sais, tu te sens. C'est vrai, oui. Mais voilà, le principal c'est de se comprendre. Donc The Fable à la française. Alors c'est un manga de Minami Katsuhisa. Et donc ça raconte l'histoire de ce personnage qui s'appelle The Fable, qui est un tueur à gages
pour une mafia locale. Donc ça, on baigne clairement là dans la pègre nippone, et qui est ultra efficace. Il tue en 6 secondes, c'est vraiment le meilleur dans son domaine, c'est net, sans bavure, il laisse aucune trace derrière lui, les caméras il les élimine une à une, enfin c'est vraiment le tueur parfait. Jusqu'au jour en fait où son patron lui demande de se mettre au vert. Il lui dit clairement, là stop, tu vas déménager, tu vas changer de ville, et pendant 1 an tu vas arrêter de tuer, tu vas te comporter comme le citoyen parfait. Ouais. Sauf qu'en fait, il faut savoir que The Fable, en fait, il tue depuis toujours. En fait, il a grandi dans ce milieu-là. Et en termes de relations sociales humaines, c'est très très compliqué pour lui. Ouais. Et c'est ce qui va faire le sel du manga, parce qu'il va effectivement déménager. Il va partir avec l'une de ses associées, qui va se faire passer pour sa sœur. Et ce que j'aime, c'est que il y a un gros côté action, parce que vous allez vite comprendre que malgré tout, il va être obligé de repartir malgré lui dans les tréfonds Et de la violence. voilà, exactement, et refaire parler la poudre. Mais à côté de ça, il va y avoir un gros aspect tranche de vie. Parce qu'il va apprendre à se faire des amis. Ouais, il est asocial. Hein, ah non, mais c'est ridicule. Il dit tout ce qu'il pense. Mais oui, c'est ça. il est vraiment mauvais. Il va devoir se faire des potes. Il va devoir trouver un boulot. D'ailleurs, il va passer des entretiens d'embauche. C'est à mourir de rire. Parce que c'est pas que c'est un loser, c'est qu'il ne sait pas. Il a pas les codes. Il a pas les codes. Et j'aime bien ce contraste entre le côté noir, en fait, le côté mafia. Et lui puis il a un sens de l'humour de merde, il est fan d'un humoriste. Il regarde ses émissions télé, il fait des pubs, il fait des soaps, c'est nul. Enfin c'est vraiment naze, et il est le seul à rire. Ah ouais, lui il est hilar. Et c'est un personnage qui est vraiment super attachant. Et donc voilà, c'est une série moi que j'invite tout le monde à découvrir, parce qu'il y a des séries, je pense à Sanctuary, je pense à Crying Freeman, donc ce sont 2 mangas de Ikegami qui vont être amenés à ressortir. Donc Sanctuary est déjà ressorti, Crying Freeman c'est pour cette fin d'année, qui traite aussi de la mafia, mais il y a vraiment ce côté très sérieux. Et j'aime bien que dans The Fable il y ait ce petit côté humoristique. Ouais, oui, parce que côté, oui, c'est ça, il y a un côté décalage, limite absurde, ou loufoque. Voilà. Et donc c'est une série, voilà, c'est le tome 13 qui vient de sortir, et c'est une série qui s'achèvera en 22 tomes. Et il y a une deuxième partie qui vient de commencer D'accord. Au Japon. Et voilà. 22 tomes, c'est un premier arc, C'est, alors voilà, c'est un gros arc. Alors j'imagine qu'il y a une fin, moi je ne lis pas les scans, donc oui. je sais pas ce qu'il en est de la fin, mais en tout cas c'est une première partie. D'accord. Et là l'auteur en fait a repris les rênes en fait du manga, et pour une seconde partie. Manga d'ailleurs qui a une adaptation cinématographique, alors je le précise parce qu'elle est vraiment sympa, alors je sais pas si c'est toujours dispo sur Netflix, en tout cas ça l'était il y a quelques mois. Ça a été adapté en 2 films. Et franchement c'est plutôt réussi, donc je trouve ça assez important de le souligner, parce que c'est rare que les adaptations manga en film soient réussies. Ouais. Et là c'est très et ça bien reprend fichu. vraiment le manga Et ça sur les 22 tomes Alors ça reprend, du coup on est au tome 13, et les 2 films reprennent les 13, à peu près 13-14 premiers tomes. D'accord. Voilà, Ok. il y a quelques différences forcément, mais c'est la même, et c'est très très bien fichu. Ok, ben merci Fredo pour The Fable. The Fable. Chez Pika Édition. Final round. Bon, ben c'est la fin de l'émission. Une librairie est une agence de voyage. Et n'hésitez pas à franchir les portes d'une librairie, demandez une destination et on trouvera un livre qui vous donnera satisfaction. En attendant votre visite en short et Birkenstock, nous vous disons tout simplement à la prochaine. Salut. Ciao.